Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le 19e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de changer de format pour différentes raisons. Tout d'abord, cela me permet d'avancer la vidéo tout au long du mois et de faire de la place pour mes autres émissions de critique, comme les Ota Perso par exemple. Car ça fera moins d'Ota Lecture à sortir, même si j'en sors une plus grosse du coup. La deuxième raison est tout simplement pour suivre le rythme des nouveautés, les nouveaux tomes, etc. Et donc j'ai un peu pensé à tout le monde, que ce soit mes partenaires, vous ou moi-même. J'ai vraiment fait en sorte d'aller à l'essentiel dans chaque review, et au final ça différencie bien le format de mes autres séries de critiques je trouve, comme les Ota Break ou les Ota Critiques par exemple. J'espère que ça vous plaira, et moi sur ce je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. La présence du fameux timecode ne bouge pas, le voici. Vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas pour vous éviter le moindre spoil, même si je m'en passerai pour les séries moins connues. J'ai aussi regroupé les mangas par éditeur, je remercie d'ailleurs encore une fois mes partenaires Kazé, Meian, Vega et Ototo pour leur superbe taf, ainsi que pour leur confiance. Bref, du coup on va commencer par les éditions Kazé avec du lourd au programme. Et on commence directement avec le plus lourd d'entre eux, avec le tome 8 de la perle The Promised Neverland. Un excellent tome en somme nous livrant le début d'un nouvel arc très prometteur. J'ai encore une fois énormément apprécié les différents enjeux face auxquels sont confrontés nos petits protagonistes. Plus on avance et plus on découvre un monde qui leur est plus que jamais hostile. La notion de danger si propre à la série ne faiblit pas, au contraire même, Emma et Rei ainsi que leur nouveau compagnon peu rassurant s'aventurent en plein territoire de démons. Les enfants nous font encore une fois preuve de leur remarquable intelligence afin de s'adapter au plus vite et ainsi faire face aux dangers. Nez à nez avec des démons qui finissent même par les prendre en chasse, cela ne les empêche pas d'apprendre énormément de choses de l'inconnu qui est beaucoup plus expérimenté qu'eux au passage. Mais si cet opus commence bien, on peut dire qu'il se conclut de façon admirable. Bien entendu, la découverte de Goldie Pound reste l'élément central de ce tome. On apprend qu'il s'agit d'un terrain de chasse de certains démons, notamment Lord Byron et Lewis qui en jettent tellement. Non mais sérieux, Pozuka nous en met plein la vue pour les chara-design de ces démons, c'est incroyable. On sent qu'il dégage un certain charisme, plus particulièrement Lewis qui a fait d'Emma sa nouvelle proie carrément, puisqu'en effet notre héroïne se retrouve isolée de ses compagnons, ce qui à mon sens facilite notre immersion dans ce nouvel environnement puisqu'on l'explore à travers les yeux de celle-ci, donc voilà c'est plutôt bien vu. Franchement l'idée du terrain de chasse perso aux démons est vraiment excellente, si l'action est déjà présente, là il ne fait nul doute que son intensité n'en sera que décuplée par la suite, d'autant plus que la cruauté se fait déjà extrêmement ressentir. On en apprend également plus sur l'inconnu au fil des chapitres, on apprend à le découvrir et je trouve qu'il gagne en épaisseur, c'est plutôt cool. Et enfin que dire du cliffhanger de fin, donc Ayushirai a le secret. Une chose est sûre, lorsque l'on finit un tome de TPN, on ne peut qu'être impatient de lire la suite. On enchaîne avec le tome 3 de Jagan, clairement un tome dans la parfaite continuité des précédents. Je kiffe toujours autant le concept de la série reposant sur le thème des désirs enfouis en l'être humain, qui finissent par prendre le dessus sur lui et lui voir naître un pouvoir spécial. Encore une fois, l'auteur s'amuse à merveille avec son concept, on croise un employé de boulot qui prend ses employés pour des larbins, pour des marionnettes, à tel point qu'il en devient un monstrueux marionnettiste justement. Alors autant c'est des images assez simples, mais elles font le taf, ça raconte quelque chose de manière totalement efficace et ça fait le café. L'histoire prend une tournure d'autant plus intéressante avec le délire des Avengers, j'ai envie de dire, et justement le fait que Jagasaki ait sa propre vision de l'héroïsme, de la justice et donc de la notion de détraqué, je trouve que cela apporte un peu plus de piment à l'histoire. On sent qu'ils ne sont pas tous dans le même mood dans ce groupe, donc cela risque très certainement de créer des conflits, d'autant plus que dorénavant les médias sont aussi mêlés aux moindres faits et gestes des détraqués, donc à partir de là, une infime discorde au sein du groupe pourrait prendre des proportions énormes et être surmédiatisée. Sinon je salue une fois de plus la qualité des dessins, ça en jette, on nous sert de l'action vraiment spectaculaire, en veux-tu en voilà, ça pète dans tous les sens, c'est tellement divertissant comme manga, franchement, c'est clairement l'un des nouveaux scénarios d'action à suivre absolument. Passons au second tome d'Hell's Paradise, toujours disponible chez les éditions Kazé. J'ai plutôt bien apprécié cet opus également, bien que l'on reste encore dans la phase d'introduction visant à instaurer les bases de l'histoire. L'auteur sait le faire avec un ton plus que jamais divertissant. On se focalise sur une poignée de protagonistes qui vont sans doute être amenés à former le noyau dur de la série, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux car le tome 1 nous présentait énormément de personnages qu'il aurait été très difficile de gérer tous en même temps. Si l'île de Sukavachi continue de se montrer hostile et surtout mystérieuse, c'est principalement la mise en avant du personnage de Sagiri qui m'a plu, parce qu'il faut être honnête, dans les shonen d'action de ce genre, les personnages féminins sont rarement aussi bien mis en avant, son développement se révèle déjà plus que jamais intéressant à l'espace de 2 tomes seulement, donc voilà, je suis vraiment content par rapport à ça. Issu d'une célèbre famille de samouraïs, on a longtemps voulu dicter la vie de cette dernière en prétendant qu'elle n'était bonne qu'à accomplir son rôle de femme en assurant la descendance de sa lignée.
Or, Sagili nous fait preuve d'assurance et d'une belle force de caractère dans cet opus, une femme qui ne se laisse pas marcher dessus et au contraire même, c'est clairement la vedette de ce tome, vraiment c'est l'MVP, là je te le dis direct. Entre un énorme charisme et une forte personnalité, elle commence déjà à faire de l'ombre aux autres, et c'est dire. En somme, un bon petit tome mariant aussi bien de l'action, la mise en avant de certains personnages, l'apparition de nouveaux enjeux aussi, le tout dans un cadre hostile sublimé par de jolis dessins, j'ai vraiment hâte de lire la suite aussi. Du côté des éditions Ototo, je vous propose une petite review du tome 4 de Murcielago. Alors ce coup-ci je suis un peu déçu, j'ai trouvé ce volume un cran au-dessus des autres, voire même 2-3 crans, un peu trop focalisé sur le Eishi à mon goût et comme vous le savez j'ai horreur de ça. Quand c'est à petite dose, ça va, cela ne gêne pas ma lecture, mais quand c'est autant surchargé, cela devient vite indigeste. Heureusement pour nous, ce nouvel arc a le mérite de nous raconter quelque chose d'intéressant, tout de même, l'histoire d'une relation très atypique entre deux personnages, je vais pas vous en dire plus. Même si l'humour est omniprésent dans cet opus et l'humour vraiment lourd et un peu chiant, on y retrouve malgré tout une ambiance assez malsaine en background, et lorsque l'on découvre la vérité qui se terre au fond de l'établissement des Roses Vierges, la surprise est quand même de mise, même s'il y a un côté quand même prévisible. Bon, c'est quand même assez prévisible dans l'ensemble, peu original, mais ça reste divertissant, d'autant plus que l'on suit une Kuroko dans une situation plus que jamais particulière, dont elle ne peut se sortir seule pour une fois, donc ça change un petit peu. Mis à part ça, je rajouterai que le cliffhanger de fin est venu tout de suite captiver toute votre attention, le suspense est présent, on nous présage une nouvelle affaire qui j'espère sera plus intéressante que celle proposée dans ce 4ème opus. On s'attaque désormais aux éditions Meian avec le tome 2 et 3 d'Egrégor. Si j'avais trouvé le premier volume assez moyen dans l'ensemble, il y a du mieux, mais je suis toujours pas très emballé par cette série. Alors l'auteur nous présente déjà de façon bien plus concrète son univers, un univers d'heroic fantasy très riche sur bien des aspects. Côté fantastique, magie et j'en passe, ça envoie, surtout niveau action où on sent clairement que ce dernier souhaite nous en mettre plein la vue dès le départ. Sauf que cela me pose un problème. Généralement pour ce genre de série, on prend tout d'abord le temps de nous présenter les protagonistes de l'histoire avant de lancer les lecteurs dans des arcs à enjeux cruciaux. J'entends par là qu'on passe par certaines phases initiatiques plus classiques comme la mise en avant du héros, de son but et de sa personnalité, ses relations avec ses rivaux qui apportent toujours plus d'enjeux et aussi on retrouve très souvent des tournois. Alors bien sûr cela reste des codes parmi tant d'autres, il n'est pas nécessaire de les appliquer pour faire un bon manga de baston, et vu sous un autre angle, mon reproche peut même être perçu comme une force de la série. Puisqu'en effet, Egrégor a par conséquent le mérite de suivre ses propres codes, de ce fait cela rend la lecture beaucoup moins linéaire, ce qui laisse place à davantage d'imprévisibilité. Alors cela ne prend pas sur moi pour le moment, mais j'ai vu pas mal de monde commencer à accrocher, donc je vous invite à vous faire votre propre avis. D'autant plus qu'au niveau de la forme c'est plutôt bon dans l'ensemble, les enjeux prennent de plus en plus d'ampleur, donc il ne me reste plus qu'à m'attacher aux différents personnages dans les prochains tomes, afin que je puisse pleinement apprécier cette aventure qui s'annonce assurément palpitante. Mais forcément quand on pense aux éditions Meian, on pense à notre dose de Kingdom. On va donc parler ici des tomes 19 à 22, et sans surprise on a encore eu droit à du très lourd, et il va falloir s'y habituer puisque plus ça avance, plus ça devient phénoménal. Une nouvelle guerre se profile opposant Qin face à l'état de Wei, de nouveau j'ai envie de dire. Si l'on avait déjà eu droit à une belle bataille entre ces deux états au début du récit, cette fois-ci on nous propose une guerre pure et dure, là ça va taper mais comme jamais. Nous offrant de nouveaux enjeux diplomatiques, l'apparition de nouveaux personnages et le forcing avec le Kanki FC va enfin pouvoir se propager convenablement. C'est mon personnage préféré de Kingdom et je ne fais pas que référence à son charisme de folie, vous n'êtes clairement pas prêts. Mis à part ça, ce que j'aime dans Kingdom, c'est que on ne se contente pas de nous illustrer des guerres de bourrin, à chaque fois on a aussi le côté stratégique bien mis en lumière, que ce soit de par le choix des placements, le timing pour attaquer l'ennemi, les prises d'informations pour éviter les mauvaises surprises, et sans oublier tous les préparatifs d'avant-guerre. La guerre commence toujours avant que les soldats n'arrivent sur le champ de bataille même, ce qui fait que même dans des phases où l'action est moins présente, niveau intensité et tension, cela ne faiblit jamais, c'est incroyable. Forcément avec 4 tomes d'un coup, cela nous permet d'avoir une bonne avancée dans l'histoire, outre les récompenses et promotions de Shin, c'est aussi l'homme qui évolue et gagne en maturité au fil des chapitres. J'ai beaucoup aimé le passage où Kukai se livre à Shin concernant sa vengeance, toujours aussi touchante. J'en profite pour vous avertir que l'auto-aperçu sur Kukai sortira la semaine prochaine. Et bref, comme toujours, je prends un plaisir incroyable à vous parler de Kingdom. À chaque fois, on retrouve absolument tout ce qui me plaît dans la série, sous des degrés différents bien sûr. Là, il y avait tout, des combats sensationnels, l'atmosphère éprouvante de la guerre, des émotions fortes, et des personnages au sommet de leur art. Mention spéciale au général Rempa également, une preuve de plus qui nous montre que les meilleurs personnages ne sont pas uniquement issus de l'état de Qin. Bref, encore une fois, je me répéterai jamais assez, lisez Kingdom putain. On continue avec le tome 2 de Basilisk, The Oka Ninja Scrolls chez Kurokawa. Alors je vous rappelle que je suis un grand fan de la série d'origine, cette suite ne m'avait pas convaincu avec son anime, mais concernant son manga c'est une autre histoire. En effet, les bonnes impressions du premier tome se confirment dans ce second volume, il n'y a pas de temps mort, l'intrigue avance et nous entraîne dans une nouvelle guerre opposant de nouveaux clans ninja. Le protagoniste de l'histoire, à savoir Hashiro Koga, dégage un certain charisme qui me rappelle celui de son prédécesseur Genosuke Koga. Il en impose tellement,
Difficile de vous parler de l'histoire sans vous spoiler, mais je suis certain que les 2 premiers volumes vous feront directement rentrer dans le délire. On retrouve les bons ingrédients de la série d'origine, des protagonistes classe, des antagonistes qui en imposent, de l'action en veux-tu en voilà, et c'est surtout sublimé par de somptueux dessins. L'art style est tout bonnement incroyable, le découpage est tellement efficace qu'il apporte un dynamisme supplémentaire au manga. Et j'ai vraiment hâte de suivre l'affrontement des clans Koga et Iga, ennemis de toujours face au Messie de Jojin. Niveau action on risque d'en prendre plein la gueule, donc j'espère que vous allez vous mettre à jour comme ça pour le tome 3, on pourra en parler plus convenablement. Et enfin, les éditions Vega sont grandement à l'honneur dans cette vidéo puisque je vais vous parler de 7 séries de leur catalogue, notamment des nouveautés mais aussi des suites. Survivant est un manga scénarisé par Takao Saito et dessiné par Akira Miyagawa, qui a démarré en 2015 et qui a récemment pris fin en 5 volumes. Synopsis: à la suite d'une catastrophe naturelle, le jeune Satoru se retrouve seul au milieu d'une nature devenue hostile. Ce jeune homme urbain assisté et apeuré va devoir réapprendre par le souvenir, la logique ou la nécessité, les gestes et les techniques qui lui permettront de survivre. En attendant, il devra affronter les bêtes sauvages, les rats ou les humains, et bien pire, la faim, la peur et la solitude. Satoru réussira-t-il à survivre? Et bah si vous cherchez une série courte bien sympathique, je vous recommande grandement Survivant. Je vous conseille d'aller plus loin que le premier tome car j'ai totalement accroché au concept à partir du second personnellement. On évolue dans un univers apocalyptique où l'on suit un héros dans lequel on s'identifie très vite. Le mec a tout perdu, sa vie, ses proches, son quotidien. Il doit désormais survivre seul dans la nature, il ne sait même pas où il se trouve le gars. Bref, Survivant nous propose une superbe immersion et plus ça avance, plus la nature et l'ignorance de Satoru vont prendre le dessus. En l'espace de 5 tomes, ce manga brasse des dizaines de thèmes forts et intéressants, comme la solitude, les rapports humains, et de l'homme envers la nature, notre dépendance envers les nouvelles technologies, etc. Alors il est vrai qu'on pourrait regretter les dessins qui sont loin d'être flamboyants, mais ils permettent tout de même de faire passer leurs messages et leurs émotions convenablement. Niveau scénario, même si on reste sur du classique, c'est assez efficace et même très bien rythmé, d'autant plus que pas mal de mystères subsistent quant au reste de l'humanité, ce qui est devenu Tokyo et j'en passe. Donc si vous êtes fan de Man vs Wild, vous ne pourrez qu'accrocher, c'est pas possible autrement. En tout cas, c'est clairement un petit coup de cœur pour ma part. On enchaîne avec le tome 5 de Pell et Liu que j'ai encore une fois surkiffé. Ce n'est pas un secret, il s'agit de mon coup de cœur manga de cette année. Mais quand je te dis coup de cœur, c'est le coup de cœur vraiment. Un volume clairement dans la lignée des précédents. La forme paraît mignonne, mais le fond et les thèmes abordés se révèlent toujours plus terribles. La façon dont l'auteur aborde le thème de la conscience est vraiment pertinente, notamment de par la vision de Tamaru. En tant qu'attaché au mérite, il est chargé de prendre des notes sur les morts de ses différents camarades afin d'honorer leur dernier pas, j'ai envie de dire, et de leur rendre ainsi un brillant hommage pour leur famille. Or, comme la vérité est souvent beaucoup trop cruelle, il est contraint de déformer la réalité afin de la rendre plus douce. Une citation de Tamaru m'a justement beaucoup marqué dans ce tome et j'estime qu'elle fait vraiment sens à ce que cette œuvre véhicule en fait. Je cite: « Excuse-moi mère, je mens encore car il y a ici une vérité qui ne rendra personne heureux. » Ça m'a vraiment fait frissonner lors de ma lecture et je m'attache de plus en plus à Tamaru et sa bande. Une certaine cohésion se crée autour d'eux, même si la menace américaine subsiste toujours. On sent que les choses avancent, on ne sait pas s'ils parviendront tous à sortir de cet enfer, mais ils luttent avec le peu de moyens qu'ils ont et c'est vraiment beau à voir. En tout cas, Kazuyoshi Takeda continue de nous offrir une expérience de lecture vraiment unique mettant en lumière une partie de la Seconde Guerre mondiale qui est bien trop longtemps restée dans l'ombre. Et ça, juste pour ce fait, c'est vraiment cool. On passe au tome 2 et 3 de Le Bateau de Thésée. Le premier volume m'avait beaucoup plu et je vous avoue que la suite m'a encore bien plus emballé. Si vous êtes friand de ce thriller à l'instar de l'excellentissime Monster de Naoki Urasawa, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur Le Bateau de Thésée. Là je sais que je te l'ai déjà vendu, mais bon, tranquille, on va quand même en parler. Ici il est question de voyage temporel. Le héros Shin se retrouve mystérieusement projeté 28 ans en arrière pour élucider les étranges meurtres de la ville d'Oto-Uzu, dont son père, qu'il n'a jamais connu, avait été désigné comme coupable. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que plus Shin découvre les vestiges du sombre passé de cette ville et de ses habitants, plus il en modifie les rouages. Bien entendu, son but est de découvrir la vérité sur cette affaire aussi étrange que dangereuse. L'ambiance est tout bonnement incroyable, il y a à la fois une certaine légèreté de par le côté épuré des dessins et de la mise en scène, et de l'autre on est pris d'angoisse par les nombreuses révélations que l'auteur nous offre. Une atmosphère malsaine se dégage, rien n'est laissé au hasard, ce qui fait que ce thriller en devient assurément palpitant. J'ai plus que jamais hâte de dévorer la suite tant l'histoire est captivante, les personnages sont cohérents et on semble se diriger vers une tournure qui me satisfait grandement, d'autant plus qu'elle nous réserve énormément de surprises. Donc voilà, c'est clairement un manga à noter sur votre liste, à noter qu'il se conclura en 10 tomes prochainement et qu'un film live a été annoncé. Donc voilà, on est plutôt gâtés. Je pense qu'on va aller à l'essentiel en 10 tomes et c'est vraiment une bonne nouvelle. Place au tome 3 de Deep Sea Aquarium Magmail. Alors j'avais assez bien apprécié les 2 premiers tomes sans trouver ça incroyable non plus, mais il s'avère que j'ai bien plus kiffé ce 3e opus. On explore toujours plus les fonds marins via le sublime Aquarium Magmail, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'auteur nous propose une lecture enrichissante.
J'affectionne toujours autant ce petit côté documentaire nous présentant diverses créatures marines, mais ce n'est pas le seul bon point à retenir de ce tome, puisqu'il nous livre également bon nombre de révélations, notamment sur le père de Kotaro qui a disparu depuis un certain temps. On en apprend un peu plus sur lui et son lien avec l'aquarium, et j'aime vraiment la tournure que prend l'histoire. Le scénario semble se densifier, des mystères apparaissent, notamment avec les relations entre différents personnages. J'en dis pas plus, mais on se pose des questions, ce qui rend l'intrigue beaucoup plus captivante. Alors pour le moment c'est un vrai sans faute de la part des éditions Vega, mais qu'en est-il de Bandy 7 ? Eh bien on va tout d'abord commencer par une mini présentation puisqu'il s'agit d'une nouveauté. Bandy 7 est un seinen de Masayumi actuellement en cours de parution avec 2 volumes déjà disponibles. Dans un monde qui touche à sa fin, le bien et le mal ont échangé leur place. Dans une zone dénuée de loi, les coursiers font commerce de tout, du cadavre jusqu'au missile. Un duo composé d'Hugo et Roxane parcourt l'ancienne route 66, attiré par l'odeur de l'argent et les pièges en tout genre. Et bien cette série ne m'a pas vraiment emballé, voire même pas du tout au final. Je m'attendais à un délire similaire à Gangsta, mais finalement, hormis l'aspect graphique et les scènes d'action omniprésentes, je me suis un peu fait chier, je vous l'avoue. J'ai vraiment eu l'impression de lire un tome 4 ou 5 d'une série que de lire un premier tome en fait. Je suppose que c'est peut-être un peu tôt pour avoir un avis concret, puisque là pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais même pas quoi vous dire en vrai. Divertissant dans la forme, mais au niveau du fond, je dirais que je n'ai tout simplement pas accroché, à ce premier tome en tout cas, beaucoup trop expéditif dans sa mise en scène et sa narration. On continue avec les 2 premiers tomes de The Red Rat in Hollywood, et je sais que vous kiffez mon accent. Une autre nouveauté signée Osamu Yamamoto. Synopsis. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la guerre froide s'intensifie, une purge anticommuniste éclate aux États-Unis. Le gouvernement américain dénonce tour à tour des personnalités hollywoodiennes parmi les plus célèbres. Une nouveauté plutôt intéressante de par ces thèmes abordés qui sortent clairement des sentiers battus et de ce que le grand public a l'habitude de lire. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que cette série m'a fait forte impression, mais elle a au moins eu le mérite de capter toute mon attention lors de ma lecture, c'est déjà ça. L'histoire nous dévoile comment le monde d'Hollywood a su faire face à l'oppression de la censure du gouvernement et des médias. On y retrouve une ambiance digne des bons polars avec des scénaristes et des acteurs qui essaient de contourner tant bien que mal la censure de leur art. On découvre alors les dessous et les vestiges d'une période d'après-guerre mondiale, au moment où les tensions entre les États-Unis et l'URSS n'étaient clairement pas réjouissantes. J'aurais aimé un ton un poil plus dramatique, mais ça fait quand même son taf, d'autant plus que c'est inspiré de faits réels et historiques, ce qui donne toujours plus de crédit à cette série. Et pour conclure cette vidéo, passons à la dernière nouveauté intitulée Kakushigoto, toujours disponible aux éditions Vega. Un gag manga de Kujikumeta toujours en cours de parution avec 8 volumes au Japon contre 3 en France. L'histoire suit les aventures de Kakushi Goto, un mangaka dessinant des mangas un peu douteux et qu'il n'assume clairement pas. Il fait tout pour cacher son véritable métier à sa fille pour ainsi préserver son innocence. Alors si vous recherchez une lecture légère, un petit gag manga qui vous fera lâcher quelques sourires, je vous conseille ce manga. Loin d'être la comédie incontournable, ça reste assez plaisant à lire, d'autant plus qu'on enchaîne les chapitres très courts. On suit donc les protagonistes dans diverses situations et différents décors, ce qui apporte un côté rafraîchissant à la série. Du coup on suit un daron qui fait tout pour cacher le fait qu'il dessine des mangas Eishi à sa fille, qui est déjà au courant mais elle est tellement perchée qu'il pense qu'elle a rien capté en fait. C'est un gros délire, c'est n'importe quoi, mais plus c'est débile, plus ça passe. D'autant plus, comme vous pouvez le constater, le style de dessin est assez atypique, mais il colle justement au ton du manga qui se veut lui aussi quand même assez spécial. Sur ce, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'ai essayé de m'inspirer de la vidéo d'Edika où je vous partage une sélection de 50 mangas du Jump. Je voulais un format qui regroupe mes lectures du mois histoire de suivre le rythme des nouveautés et des nouvelles sorties comme je vous l'ai dit, tout en me livrant de la place pour mes autres émissions. Comme vous avez pu le constater pour cet épisode, j'ai surtout privilégié les tomes qu'on m'a envoyés histoire de rattraper mon retard, mais pour le prochain je parlerai également de mes lectures personnelles entre guillemets, genre One Piece, Jojo Lion, Prison School et j'en passe. Bref, j'attends vos retours, personnellement ce format plus condensé avec des avis à chaud allant à l'essentiel me plaît davantage. Pendant que j'y suis, petit teasing du prochain épisode, il y aura vraiment que du lourd, je vous préviens. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Instagram, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「主役になろう」